Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez eu une très bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour un qu'as-tu lu. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, quel peut être le point commun entre la physique quantique et les soins palliatifs? Grosso merdo, aucun. Sauf que le seul point commun qu'on peut trouver entre la physique quantique et les soins palliatifs, c'est juste des thèmes qui ont été abordés dans les lectures que je vais vous présenter dans cette vidéo pour vous dire vraiment que j'ai eu des lectures euh, extrêmement variées. On peut passer des choses extrêmement complexes à des choses plus légères, quoique je ne suis pas convaincue que les soins palliatifs soient vraiment une chose légère, mais il y a eu d'autres romans un peu plus légers quand même que celui sur les soins palliatifs. Mais voilà, moi je dis que la clé pour ne pas s'ennuyer, la clé pour ne pas avoir de panne de lecture, c'est la diversité, c'est faire le grand écart facial dans ces lectures. Et là, je peux vous dire que je suis beaucoup plus souple en termes de lecture qu'en termes de musculature. Bref, on va commencer tout de suite avec Grandir un peu de Julien Rampin, publié aux éditions Charleston. Alors, Julien Rampin, c'est un Instagrammeur à la base. Il est comme vous et moi. C'est un gros lecteur et il avait un compte Instagram, la bibliothèque de Juju. Il l'a toujours d'ailleurs. Et comme beaucoup de gros lecteurs, il a franchi le pas et s'est essayé à l'écriture d'un roman, d'abord autopublié, et ensuite il est rentré dans la grande maison Charleston. Et ici, dans Grandir un peu, donc son premier roman, on fait la connaissance de Jeanne, Jambon, de son nom, ça ne s'invente pas. Jeanne qui du jour au lendemain décide de plaquer son mari, de prendre quelques affaires, ses disques, parce que ses disques, c'est vraiment la prunelle de ses yeux, et jeter quelques affaires dans un sac, et de prendre la voiture et de partir loin. Et elle s'arrête dans un village pour se prendre un petit café, et elle tombe sur une petite annonce dans laquelle une vieille dame recherche une dame de compagnie pour l'accompagner, faire ses courses, l'accompagner dans ses journées, discuter, tout ça. Et donc Jeanne, elle se dit pourquoi pas, de toute façon j'ai rien qui me retient, rien qui m'appelle, j'ai pas de perspective de job, donc autant y aller gaiement. Donc elle répond à l'annonce et elle va tout de suite être adoptée par Raymonde, la vieille dame qui a donné, qui a mis cette petite annonce. Et là va vraiment commencer l'histoire. Parce que Raymonde, il faut savoir, elle est particulièrement loufoque, cette mamie. Elle a une grande gueule, j'adore, j'ai adoré le personnage de Raymonde. Elle a vraiment une grande gueule. Elle ne s'est jamais rien interdit. Elle a vécu sa vie totalement librement. Et voilà, elle a vécu énormément de choses. On l'apprend petit à petit dans le roman. Elle a fait tellement de choses. Et elle va beaucoup apprendre à Jeanne. Et dans la maison vit aussi Lucas, le petit-fils de Raymonde. Et ils vont tout ce petit monde, ce petit ménage à trois, ils vont cohabiter dans la maison de Raymonde. Ils vont vraiment apprendre à se connaître. Et petit à petit, ils vont former ce qu'on appelle une famille de cœur. Et voilà, ils vont vraiment apprendre à se connaître. Et elle va arriver un événement dans le roman. Il y avait eu des petits indices qui laissaient présager cet événement, mais quand il arrive, il assomme. Il assomme autant le lecteur que les personnages restants. Et le roman prend une toute autre tournure à la suite de cet événement. Et c'est un ton un peu plus, pas un peu plus grave, mais un peu plus, peut-être un peu plus grave quand même, un peu plus émouvant, beaucoup plus dans l'introspection. C'est un peu moins léger qu'au début. Mais c'est cette deuxième partie
construit et fidélise, consolide les liens existants entre les personnages. J'ai beaucoup aimé et effectivement cet événement force les personnages à grandir un peu et il fait réaliser aussi que Raymond, sous ses dehors de grande gueule, et ben, comme la plupart du temps, hein, les gens qui paraissent extravertis comme ça, qui ont une grande gueule, et ben, ce sont des gens qui ont beaucoup de blessures, beaucoup de fêlures, qui ont une certaine pudicité, qui sont très pudiques, qui cachent leurs sentiments profonds. Et c'est précisément le cas de Raymond, parce que Raymond, elle a vécu beaucoup de choses, mais Raymond, elle a un immense, immense, immense regret et sentiment de culpabilité qui l'a poursuivi toute sa vie. Et elle va en parler, elle va faire en sorte que ce sentiment de culpabilité, bah, elle va faire en sorte de s'en débarrasser. Et j'ai beaucoup aimé tous les personnages, que ce soit Lucas, que ce soit Jeanne, que ce soit Raymond, et que dire de Pétasse. Parce que oui, il y a un personnage qui s'appelle Pétasse. Et j'avoue que quand je l'ai vu arriver au détour d'une page, j'ai ri, mais j'ai ri. Il n'y avait que Raymond pour appeler ce personnage Pétasse. C'est un chien, autant dire les choses. Voilà, il n'y a pas un immense suspense. Mais imaginez, voilà, imaginez-vous dans la rue, votre chien s'échappe, vous l'appelez Pétasse au pied. Imaginez un petit peu l'incongruité de la situation. Bah, c'est précisément ce qui se passe dans ce roman. Et ça, voilà, ça donne des scènes extrêmement drôles. Il y a des scènes également extrêmement émouvantes. On est ici dans l'écoute de l'autre, et pas dans pas dans le jugement, c'est pas dans le pathos. C'est vraiment c'est très très bien écrit pour un premier roman. Julien, il a su, avec des mots simples, véhiculer mais tellement de belles émotions, tellement de beaux sentiments. Mais c'est pas mièvre, c'est pas à l'eau de rose. C'est vraiment voilà, une histoire comme on aime en lire, avec des gens, des personnages qui peuvent être bah, des gens que l'on connaît, des gens de notre famille, des voisins, des amis. C'est avec vraiment des personnages simples, des personnages comme vous et moi, et c'est ce qui rend vraiment crédible cette histoire. C'est un très très beau premier roman. Je comprends vraiment l'engouement qu'il y a eu pour ce roman à sa sortie. Il est disponible au livre de poche, je crois. Donc, si vous voulez vous laisser tenter, allez-y, allez-y. C'est vraiment pour moi une excellente surprise et un roman qui vous fera passer un excellent moment. Et j'ai également son nouveau roman, Le magasin des jouets cassés, dans ma palle. Et je pense que peut-être que je me le lirai pendant mes vacances. Je ne sais pas encore, mais je pense que je le lirai très prochainement. Alors ensuite, on va partir dans un tout autre registre, mais vraiment tout autre. Et croyez-moi, ça change. On part complètement dans autre chose ici avec Le magicien quantique de Derek Kunsken aux éditions Albin Michel Imaginaire. Alors, je me suis penchée sur ce roman parce que j'avais vu Armand s'en parler sur son compte Instagram, et elle avait parlé de la suite qui sortait toujours aux éditions Albin Michel Imaginaire. Donc, je me suis dit, bon, allez, elle en avait parlé, je me suis dit, ouais, bon, allez, pourquoi pas. Et puis, je me suis décidée à lire dans le cadre du challenge Avril autour de la SF organisé par la copine Céline, toujours sur Instagram. Et donc, du coup, comme je lis très peu de SF, je me suis dit, bon, allez, c'est l'occasion de découvrir un petit peu ce genre, et pourquoi pas le faire avec ce roman. Alors, ici, on est avec un personnage qui s'appelle Bellasaurius Arcona, qui est ce qu'on appelle un homme quantique. Alors, c'est un homme qui a été transformé pour se plonger dans l'univers de la physique quantique. Voilà, quand il se met son cerveau en ce qu'on appelle dans le roman en mode savant, il voit tout son entourage et c'est des formules mathématiques, c'est des formes géométriques, ça s'assemble, ça bouge. Moi, perso, ça me fout le tournis. Alors, j'ai jamais été très physique,
Moi, la physique au lycée, c'était pas ma matière préférée, on va dire. Mais alors là, la physique quantique, c'est quand même un cran au-dessus. On passe quand même un bon quart du roman à se plonger quand même dans l'univers de la physique quantique et sur la présentation des différents personnages qui vont intervenir dans le roman. Et une fois que on a posé un petit peu les bases hein, de la physique quantique et des personnages, là le roman commence vraiment et on est dans un comment dire dans un Ocean's Eleven mais dans l'espace. C'est l'histoire d'une monumentale escroquerie menée par une bande complètement loufoque, avec à sa tête deux Homo Quanticus. Euh, franchement, j'ai adoré cette histoire. Passer la partie technique physico-quantique, là, j'ai vraiment adoré cette histoire. Parce que il y a un personnage qui m'a fait mourir de rire, c'est Marie. Elle est ancienne officier de la marine, sous-officier. Elle jure comme un charretier. Elle jure comme un charretier. C'est un bourrin. Elle fait des blagues à ses compagnons parce que c'est une experte en explosifs et elle prend un malin plaisir à truffer d'explosifs des divers endroits. Rien que son évasion de la prison organisée par Bellarius, c'est grandiloquent, c'est explosif, c'est le moment de le dire, mais elle a un humour bien à elle. Elle m'a fait mourir de rire. Et franchement, j'ai beaucoup aimé cette histoire de. Ouais, c'est un space opéra. Euh, ouais, un bon space opéra quand même, parce que ça se passe quand même majoritairement dans l'espace. On a des personnages qui sont en quête d'identité, en quête de soi, en quête de leur moi profond. Parce que le personnage principal, il a beau être un homme quantique, il a un petit peu de mal aussi à trouver sa place dans la société. Et ce gros coup, cette énorme escroquerie, va peut-être l'aider, sans doute l'aider à découvrir qui il est réellement. Mais ça, je vous laisse découvrir le comment du pourquoi. Et j'ai adoré, c'est le retournement de situation que j'ai pas vu venir du tout. Et quand il est arrivé, j'ai fait ah ouais, ça c'est de l'escroquerie, mon gars. Franchement, si tu réussis, t'es balèze. Je vous dirai pas s'il a réussi, mais j'ai vraiment adoré ce roman. Je pensais pas, parce que moi et la physique quantique, hein, comme je vous l'expliquais au début, c'est vraiment pas ma passion, mais c'est très très bien écrit. Euh, voilà, on nous abreuve pas non plus de trop d'informations. Par contre, c'est vraiment bien concentré au début. Alors, il faut vraiment s'accrocher à son slip au premier quart du roman. Et après, une fois que ce premier quart est passé, voilà, je vous encourage quand même grandement à résister à ce premier quart. Une fois que ce premier quart est passé, on peut y aller vraiment à fond les ballons. Parce que c'est vraiment hyper bien. Il y a de l'action, des dialogues percutants, des personnages percutants. Et j'ai vraiment beaucoup aimé Le Magicien Quantique. Je ne pensais pas aimer autant. Et je pense que je lirai vraiment le tome 2, Le Jardin Quantique, parce que c'est la suite. Et j'ai vraiment hâte de retrouver les personnages du Magicien Quantique. Si c'est aussi explosif que dans le premier, franchement, ça promet un très très bon tome 2, une très très bonne suite à ce premier tome. Alors, ensuite, rechangement total de. Quoique on reste dans la science-fiction, mais là on part dans une uchronie avec le marque-page qui se barre, avec une uchronie qui est royale, écrite par Paula Alexander et Edgy Kenyon aux éditions Inceptio. Ici on est dans une uchronie tout simplement parce que le postulat de départ c'est que la Révolution française de 1789 a échoué. On est toujours, voilà,
voilà, le prologue, c'est ça, on nous explique que bah, voilà, la Révolution française n'a pas marché, on est toujours sous le régime de la monarchie, et on est en 2030, donc on est dans un régime de monarchie parlementaire. On a le roi, la reine, une assemblée, un haut ministre, c'est pas le premier ministre, mais c'est un haut ministre, un peu ce qui se fait, un peu si vous voulez, sur le modèle de ce qui se fait en Angleterre. Voilà. Et ici, on a deux personnages. On a Aliénor de Bouvier qui fait partie de la noblesse. C'est une jeune femme extrêmement indépendante, volontaire. Elle est un peu beaucoup rebelle quand même. Et on apprend très vite qu'elle fait partie de la résistance, qui souhaite abolir cette fameuse monarchie. Parce que voilà, la velléité de révolution n'a pas été tuée dans l'œuf, elle a quand même perduré entre 1789 et nos jours. On est toujours avec la noblesse et les tiers-états, et il y a toujours des inégalités. Et voilà, la révolution n'est pas complètement étouffée, elle est toujours là, elle couve. Et, Aliénor fait donc partie de la résistance, de la révolte. Mais voilà, personne dans son entourage ne le sait. Et on va faire la connaissance également d'Arthur, qui lui fait partie du tiers-état. Il va, on le voit au début du roman, il va participer à ce qu'on appelle la fête des Pans. C'est une espèce de rite de passage, parce que voilà, le gouvernement, dans sa grande générosité, permet à des gens de basse extraction, comme ils disent, d'accéder à la noblesse en passant un certain rite de passage pour pouvoir être estimés dignes à épouser des jeunes filles triées sur le volet de la noblesse, prêtes à marier, bon, je vais enlever le marque-page parce qu'il n'arrête pas de se barrer, prête à être épousée. Et donc du coup, on est au début du roman dans cette fête, et c'est là où Aliénor et Arthur vont se rencontrer. Et c'est comme ça que débute le roman. Alors, oui, il y a une romance dans ce roman. J'ai bien cru que le Jean-Luc Mélenchon de la romance, qui est en moi, allait encore gueuler et manifester et brandir le poing au rond-point de la romance, mais il s'est avéré que cette romance, elle s'imbriquait vachement bien dans le récit. Je l'ai trouvée bien faite. Parce que moi, ce que je reproche aux romances qui m'arrive de lire dans les romans dits young adultes, c'est que par moments, je trouve que les romances sont très mal faites. Et c'est ce que je disais lors de mon précédent coup de gueule. J'ai rien contre la romance en soi, même si voilà, c'est pas mon genre de prédilection, je ne lis pas de romance, mais bon, j'ai rien contre une histoire d'amour dans un roman, c'est la vie. Mais ce qui m'agace, c'est de voir les jeunes femmes tomber en pamoison devant un torse viril. C'est surtout aussi le vocable aussi employé. J'ai l'impression de lire des romans de Barbara Cartland. Je suis désolée, mais j'ai passé, enfin voilà, on a tous passé l'âge, quoi. Et puis, oh là là, je tombe en pamoison devant son torse viril. Merde, mais personne ne dit ça, personne. Et ici, bon, peut-être juste une phrase qui m'a fait lever les yeux au ciel, mais sinon j'ai trouvé l'histoire d'amour entre Aliénor et Arthur bien faite. Ça, voilà, ils ont, enfin, leur histoire d'amour se construit petit à petit dans le roman, et ça s'imbrique bien dans l'histoire. Voilà, ils sont de deux mondes différents, deux éducations complètement différentes. Voilà, leur vision du monde vont se heurter, mais malgré ça, malgré leurs différences, ils vont avoir des sentiments l'un pour l'autre, et des sentiments particulièrement forts. C'est pas qu'une attirance physique, il y a vraiment de vrais sentiments dedans.
et voilà, leur histoire d'amour va grandir dans le roman, au fur et à mesure du roman. On nous explique assez peu euh, comment, se, comment se déroule la monarchie parlementaire en tant que telle. On n'a pas des gros pavés explicatifs. Non, les autrices, elles nous expliquent peu ou prou les us et coutumes et comment ça se passe par le biais des personnages, tout simplement par le biais des personnages, à travers leurs yeux, à travers les dialogues, à travers leurs actions. On va comprendre comment se passe la vie en 2030 dans ce monde où la monarchie est toujours en place. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé Arthur et Aliénor, j'ai euh, j'ai vraiment tout aimé dans cette. J'ai même aimé la romance, alors c'est pour vous dire que j'ai beaucoup aimé. Et moi je pense que très concrètement, c'est pas un one-shot, c'est un tome 1. Ophélie, Paula ou Edgy, si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à venir confirmer ou pas en commentaire parce que, mais franchement, oui, la fin, ça appelle un tome 2, évidemment. Euh, et peut-être qu'on en saura peut-être encore un peu plus sur le monde, sur voilà, cette monarchie. Parce qu'en fait, on parle très peu du roi, il reste assez en retrait. On en parle un petit peu de ci, de là, mais on s'est vraiment pas appesanti sur lui. C'est plutôt voilà, sur le gouvernement en place, parce qu'on se rend bien compte que voilà, le monarque, il est là, mais il n'a pas énormément de pouvoir. Il est un peu juste décoratif, mais il n'a aucun pouvoir décisionnel. Voilà, le pouvoir décisionnel, il est entre les mains du haut ministre. C'est clair. Là, c'est clair et net. On le voit vraiment dans ce roman. Euh, il y a des complots, il y a de l'action, il y a des trahisons. Euh, on, on croise certains personnages historiques. On croise un certain Bonaparte. Alors ça m'a fait rire parce que c'est pas le Napoléon Bonaparte que l'on connaît, mais voilà, c'est un Bonaparte. Il est corse et il a vraiment son pays chevillé au corps. On en croise d'autres personnages historiques. C'est extrêmement bien fait. Je suis très curieuse de savoir s'il y a une suite, ce que ça va donner, parce que voilà, ça peut pas se terminer comme ça. Moi, voilà, les filles, vous pouvez pas me laisser comme ça ne peut pas se terminer comme ça ne peut pas être un one shot. Dites-moi que c'est pas un one shot. Rien qu'avec ça veut dire tome 1, on est bien d'accord, hein. Franchement, ça peut être qu'un tome 1. Et voilà, cet épi de. Beaucoup disaient qu'ils n'aimaient pas trop la couverture, mais je trouve qu'elle résume assez bien le roman. Le point levé, la résistance, voilà, l'épi de blé, voilà, la royauté ici avec le soleil. Tout s'explique, tout s'explique vraiment dans le roman. Vous avez toutes les clés de cette couverture réalisée par Lysia Marot. Vous avez toutes les clés de lecture de cette couverture dans le roman. N'hésitez pas, si vous êtes féru d'histoire et féru de science-fiction et du chrony, allez-y, foncez. Et enfin, je vais vous parler d'un roman graphique qu'il y avait vraiment très très longtemps que je voulais lire. Il s'agit de Je serai là de l'homme étoilé, publié aux éditions Cadman Levy Graphique. C'est un roman graphique par l'homme étoilé, il s'appelle Xavier, il a un compte Instagram et il racontait son quotidien d'infirmier en soins palliatifs sur son compte Instagram et il a décidé d'en faire un roman. Ici c'est le deuxième, c'est son deuxième roman graphique. Son premier il s'intitulait À la vie, il a eu un énorme succès et ici c'est le deuxième roman graphique de l'homme étoilé. Ici, dans ce roman graphique, on suit le héros et il nous explique comment il a décidé de devenir infirmier en soins palliatifs. Il nous explique ses études d'infirmier, les différents services où il a été et comment
finalement, pour lui, les soins palliatifs, ça a été une évidence pour lui. Comme il dit, le jour où j'ai découvert les soins palliatifs, j'ai su que je ne voudrais et ne pourrais plus faire que ça. C'est un roman extrêmement poignant. C'est voilà, c'est extrêmement poignant, c'est beau, c'est un formidable ode à la vie. Alors je sais que ça peut paraître complètement paradoxal de dire ça, parce qu'on parle quand même de personnes qui sont en fin de vie. Mais c'est un merveilleux message d'espoir, euh, de gentillesse, d'amour, de partage. Euh, on suit plusieurs malades ici, Paulette, on suit Lucille, pas Lucille, Lucie, on suit Clotilde, on suit plusieurs patients euh, que le héros a rencontrés durant sa carrière. Et par le biais de ces histoires, on comprend l'attachement profond que cet infirmier a vis-à-vis de ses patients. Il nous explique voilà, que les patients, ils le savent tous, hein, qu'ils sont en fin de vie, que ça va être que ça va être la fin. Et la plupart du temps, on les réduit à un bout de viande, à une liste de symptômes. On ne les traite plus comme des êtres humains. Et en fait, c'est ce que lui, l'homme étoilé, veut faire. Il veut continuer à les considérer comme des humains, comme des êtres humains, comme des hommes, des femmes, des maris, des pères, des grands-pères, des grands-mères, jusqu'au bout. Et il le dit vraiment très bien à la fin. Il dit tu sais, mon rôle, ce n'est pas de les empêcher de partir, mais de veiller à ce qu'ils partent bien. Voilà, tout est dit, tout est là dans cette phrase. Il est là pour accompagner au mieux possible les patients jusqu'à la fin. Des fois, il ne fait pas grand-chose, il leur tient juste la main, il est juste là avec eux pour qu'ils partent le plus sereinement possible. Et on se rend compte aussi que la plupart des patients, ce n'est pas tant la peur de la mort qui les effraie, c'est surtout la peur de laisser les leurs seuls. Ils ont l'impression vraiment de les abandonner, qu'ils ne seront plus là avec eux, à leur tenir la main pour qu'ils arrivent à avancer dans la vie. Et en fait, il est là aussi pour leur faire comprendre que leur souvenir sera toujours avec eux et qu'ils ne seront jamais partis bien loin. Ils seront toujours au fond de leur cœur. Les souvenirs qu'ils ont construits seront toujours là. Et il est là pour les apaiser. Et j'ai trouvé ça extrêmement beau. Alors, on rit beaucoup, on rit aussi, et on pleure aussi. Moi, ça m'a énormément... ça m'a rappelé une période de ma vie que je ne dirai pas là. Mais ça m'a rappelé des souvenirs. Et voilà, j'aurais aimé, j'espère, qu'il y a eu un infirmier comme ça auprès des miens, à une époque où c'était pas simple. Voilà. Mais en tout cas, c'est un très très beau message. Enfin, voilà, les dessins sont... je trouve que les dessins sont très doux. Il y a beaucoup... en très peu de dessins, il réussit à faire passer énormément de messages. Et ça, je trouve ça très chouette. Ah. Voilà. Voilà, c'est un très très beau roman graphique si vraiment vous aimez ce type de message. On a énormément besoin de foi en l'humanité, d'amour, comme quoi l'être humain n'est pas complètement pourri. Et franchement, là, c'est un très très beau message. C'est un très très beau roman graphique qui nous donne encore foi en l'humanité, comme quoi l'humanité n'est pas encore pourrie et on a encore besoin de ça pour nous aider à aller de l'avant. Voilà. Donc voilà, ce qu'as-tu lu est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous-même vous avez lu certains de ces romans, ce que vous en avez pensé.
J'espère vraiment vous avoir donné envie de découvrir ces ouvrages. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Je ne vais pas vous dire à vous abonner parce qu'à chaque fois que je publie une vidéo, il y a des gens qui s'en vont. Mais voilà, mettez au moins des pouces en l'air, des commentaires, abonnez-vous si le cœur vous en dit. Euh, Moi, ça me fait extrêmement plaisir et ça m'encourage vraiment à continuer à vous créer du contenu de qualité, à vous faire des vidéos de qualité et à vous donner des avis constructifs sur, sur des romans que l'on voit peut-être pas toujours sur les réseaux et leur faire une petite place un petit peu sur YouTube et sur Instagram. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle journée, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.